L'origine de la malédiction. Un village en harmonie troublée. Il y a longtemps, le village de Ndaka prospérait au cœur d'une savane fertile. Ses terres nourrissaient abondamment les habitants. Ses rivières coulaient claires et généreuses, et son peuple vivait en paix sous la protection d'un grand baobab sacré, symbole de sagesse et d'équilibre. Parmi les habitants de Ndaka se trouvait Karaba, une jeune femme connue pour sa beauté et sa douceur. Fille d'un guérisseur, elle avait hérité de son père un don rare, la capacité de sentir les énergies de la terre et des êtres vivants. Les anciens du village disaient que Karaba était béni par les esprits, mais ce don suscitait aussi des craintes, car il était mal compris. La prophétie et la trahison. Un jour, un étranger arriva dans le village, portant avec lui une prophétie troublante. Une femme au grand pouvoir naîtra ici, mais son cœur sera brisé, et elle apportera le malheur si ses dons sont rejetés. Les anciens, d'abord sceptiques, commencèrent à douter lorsque Karaba révéla une étrange marque sur son bras, apparue à son adolescence. Cette marque, une spirale semblable aux racines d'un arbre, renforça l'idée qu'elle était liée aux esprits. Malgré cela, Karaba trouvait du réconfort auprès de Saliou, son fiancé, un jeune homme brave et attentionné. Leur amour semblait inébranlable, et ils rêvaient d'une vie simple et heureuse. Mais lorsque des événements inexplicables survinrent, une tempête qui détruisit les récoltes, des maladies mystérieuses, les regards commencèrent à se tourner vers Karaba. L'accusation. Les murmures devinrent des accusations. « C'est elle !» criaient certains. « Elle a éveillé la colère des esprits. » Saliou, sous la pression des anciens et de la peur collective, recula. Lui qui l'avait autrefois défendu se tint silencieux lorsqu'elle fut convoquée devant le conseil du village. Karaba tenta de se défendre, mais ses mots furent noyés par les cris des villageois. Le chef du conseil, Mwamba, prononça finalement la sentence. « Karaba, tu es banni de Ndaka. Pars et ne reviens jamais, ou tu apporteras sur nous une malédiction encore plus grande. » La trahison de Saliou, son silence au moment où elle avait besoin de lui, fut le coup le plus douloureux. Le cœur de Karaba, empli d'amour, se brisa ce jour-là. L'exil et la rencontre avec les esprits. Chassé de son village, Karaba erra dans la savane, son âme déchirée entre la douleur et la colère. Elle trouva refuge dans une grotte isolée, au pied d'une montagne sacrée. La nuit, alors qu'elle pleurait, des voix résonnèrent dans l'obscurité. « Pourquoi pleures-tu, enfant des hommes ?» Ces voix appartenaient aux esprits anciens, gardiens de la terre. Karaba raconta son histoire, sa trahison et son rejet. Les esprits, touchés par son désespoir, lui offrirent un marché. « Nous pouvons t'accorder la puissance de la terre et des vents. Mais en échange, ton cœur, empli de douleur, doit être scellé. Ce sacrifice t'épargnera les tourments humains, mais tu ne pourras plus aimer ni pardonner. » Aveuglé par sa souffrance, Karaba accepta. Les esprits enfermèrent son cœur dans un talisman d'or en forme de spirale qu'ils placèrent au sommet de la montagne sacrée. Dès lors, elle devint une femme redoutée, dotée d'immenses pouvoirs, mais privée de toute émotion humaine. Le début de la malédiction. Avec son cœur scellé, Karaba devint une figure d'effroi. Les rivières cessèrent de couler autour de Ndaka, les terres devinrent arides et les récoltes dépérissaient. Les villageois interprétèrent ces malheurs comme la vengeance de Karaba, sans comprendre qu'ils avaient eux-mêmes brisé l'équilibre en rejetant l'une des leurs. Isolée dans sa grotte, Karaba observait de loin, hantée par des souvenirs qu'elle ne pouvait oublier, mais incapable de ressentir autre chose que l'écho de sa colère. Acte 1. Le village en détresse. Le désespoir de Ndaka. Le village de Ndaka n'est plus que l'ombre de lui-même. Autrefois verdoyant et prospère, il est désormais ravagé par une sécheresse interminable. Les champs sont secs, les rivières à sec et les enfants pleurent de faim. Les villageois, épuisés par des mois de lutte contre la nature, commencent à perdre espoir. Chaque jour, Mwamba, le chef du conseil, et les anciens scrutent le ciel à la recherche de nuages. Mais la pluie ne vient pas. Les murmures d'une ancienne malédiction refont surface. C'est la vengeance de Karaba. Elle a juré de détruire notre village. La peur et la méfiance s'installent dans les cœurs, divisant encore plus la communauté. Certains veulent aller implorer Karaba de lever la malédiction.
tandis que d'autres craignent qu'approcher la sorcière n'aggrave leur sort. Parmi les villageois se trouve Kemo, un garçon de 14 ans, courageux mais encore naïf. Fils d'un cultivateur mort à cause de la sécheresse, il observe avec douleur la souffrance de sa mère et de ses frères. Une nuit, il entend sa mère pleurer. « Pourquoi les esprits nous ont-ils abandonnés? Qui viendra nous sauver ?» Ces mots résonnent profondément en Kemo, qui décide qu'il ne peut plus attendre que les anciens ou les esprits interviennent. Il décide d'agir. Le lendemain, alors que les villageois se disputent sur la marche à suivre, Kemo se lève et annonce « J'irai voir Karaba. Je découvrirai la vérité. Si elle détient le pouvoir de sauver nos terres, je la convaincrai. » Un silence lourd s'abat sur l'assemblée. Certains rient de son audace, d'autres tentent de l'en dissuader. « Tu es fou, Kemo. Elle te tuera avant même que tu ne lui parles. » Mais les anciens, intrigués par son courage, décident de le laisser partir. Mwamba, bien qu'hésitant, l'emmène dans un coin à l'écart et lui murmure « Si tu veux réussir, souviens-toi que Karaba n'a pas toujours été une sorcière. Elle était comme nous autrefois. Si tu trouves ce qui reste d'humanité en elle, peut-être pourras-tu briser la malédiction. » Le voyage initiatique. Kemo commence son périple à l'aube. Le chemin vers la grotte de Karaba est long et semé d'embûches, mais il est guidé par une foi inébranlable. En chemin, il traverse plusieurs épreuves qui testent son courage et sa détermination. 1. La rivière asséchée. En approchant d'un ancien lit de rivière, Kemo est confronté à une vision étrange. L'eau semble couler à ses pieds, mais lorsqu'il tente de la toucher, elle disparaît. Une voix murmure dans le vent « Crois en ce que tu ne peux voir ». Suivant son instinct, il traverse l'espace vide, marchant sur des pierres imaginaires. À chaque pas, il ressent une force intérieure grandir. 2. La forêt des champs oubliés. Dans une forêt dense, Kemo est attiré par des voix envoûtantes qui semblent l'appeler par son nom. Fasciné, il s'égare et se retrouve face à des ombres qui prennent la forme de ses peurs. L'image de sa famille mourant de faim, des visages de villageois le blâmant. Terrifié, il se souvient des mots de Mwamba. Trouve l'humanité dans la douleur. Il chante une vieille mélodie que sa mère lui avait apprise, dissipant les illusions. Le désert de la solitude. Alors qu'il approche de la grotte, Kemo traverse une plaine aride, où chaque pas lui semble plus difficile que le précédent. Le soleil brûle sa peau et il se sent abandonné. À ce moment, un aigle apparaît dans le ciel, survolant le chemin devant lui. Il suit l'oiseau qui le mène à une fleur unique poussant dans le sable. Une fleur de baobab. Il l'accueille, sentant qu'elle porte un symbole d'espoir. La rencontre avec Karaba. À la tombée de la nuit, Kemo atteint enfin la grotte de Karaba. L'entrée est gardée par des racines épaisses qui semblent vivantes. Alors qu'il s'avance, les racines se retirent comme si elles le reconnaissaient. À l'intérieur, la grotte est baignée d'une lumière bleutée et des artefacts magiques flottent dans l'air. Au centre, Karaba apparaît, drapé dans un tissu sombre, son regard perçant et distant. « Que fais-tu ici, enfant des hommes ?» demande-t-elle d'une voix douce mais froide. Kemo, bien que terrifié, répond avec sincérité. « Je viens pour comprendre. Mon village souffre, et on dit que c'est à cause de toi. Mais je ne crois pas que tu sois le monstre qu'ils décrivent. Je crois que tu peux nous aider. » Karaba rit, un rire amer qui résonne dans la grotte. « Aider ? Pourquoi aiderais-je un peuple qui m'a rejeté, trahi et banni ? Retourne chez toi, enfant, avant que je ne change d'avis. » Mais Kemo refuse de partir. Il lui tend la fleur qu'il a trouvée dans le désert. Cette fleur a poussé dans la terre la plus aride. Elle m'a appris que rien n'est totalement perdu, pas même toi. Ces mots frappent Karaba comme un éclair. Elle accepte alors de raconter son histoire, son bannissement et le marché qu'elle a passé avec les esprits. Pour la première fois depuis des années, des larmes coulent de ses yeux. Mais elle ajoute amère. « Mon cœur est enfermé, et sans lui, je ne peux ni aimer ni pardonner. Si tu veux sauver ton village, tu dois d'abord me libérer. » Acte 2. La quête du cœur de Karaba. Une révélation douloureuse. Assise face à Kemo dans la grotte illuminée par une lueur bleutée, Karaba raconte l'histoire de son cœur scellé. Les esprits anciens, touchés par son désespoir, l'ont arraché de sa poitrine et enfermé dans un talisman d'or en forme de spirale.
placé au sommet d'une montagne sacrée. Ce talisman contient toute son humanité, mais également sa douleur. Sans ce talisman, je ne suis qu'un reflet de ce que j'étais, un être vide qui ne connaît que la colère et le pouvoir. Kemo, bien qu'intimidé par cette révélation, promet de l'aider à retrouver son cœur. Karaba hésite, consciente que le chemin sera périlleux. Les esprits protègent le talisman et ils n'accordent leur pardon qu'à ceux qui se montrent dignes. Prépare-toi, Kemo, car leur jugement est impitoyable. Le départ vers la montagne sacrée. Le lendemain, Karaba et Kemo quittent la grotte pour entreprendre le voyage vers la montagne sacrée. Karaba, bien qu'elle ait perdu son cœur, conserve des pouvoirs magiques. Elle utilise ses capacités pour protéger Kemo des dangers du chemin, mais chaque usage de sa magie semble la fatiguer et accroître sa colère. Chaque sort que je lance m'éloigne un peu plus de ce qu'il me reste d'humanité, confie-t-elle à Kemo. En chemin, ils doivent affronter 3 épreuves majeures, chacune symbolisant un aspect de la rédemption et de la transformation. Première épreuve, la rivière des souvenirs. Ils atteignent une rivière sombre et calme, mais au moment où ils tentent de la traverser, l'eau s'anime. Des visions surgissent à la surface, montrant des fragments du passé de Karaba, son bannissement, les regards accusateurs des villageois et la trahison de Saliou, son ancien fiancé. Karaba, bouleversé, refuse d'avancer. Pourquoi dois-je revivre cette douleur? Je préfère rester ici que de regarder ces souvenirs une fois de plus. Kemo l'encourage. Ce ne sont que des reflets, Karaba. Ils ne peuvent te blesser si tu les acceptes. Ce n'est pas toi qui es responsable de leur ignorance. Rassemblant son courage, Karaba plonge dans la rivière. Les visions s'intensifient mais finissent par s'éteindre lorsqu'elle prononce les mots. Je vois ma douleur. Je ne la fuis plus. Les eaux s'apaisent et ils traversent ensemble. Deuxième épreuve, la forêt des illusions. Plus loin, ils entrent dans une forêt dense, où chaque arbre semble vivant. À mesure qu'ils avancent, des murmures se font entendre et des ombres se matérialisent, prenant la forme de leurs peurs les plus profondes. Pour Karaba, elle voit les villageois lui tourner le dos, mais cette fois, elle est seule, sans personne pour l'aider. Les ombres la moquent, l'appellent sorcière, et lui promettent qu'elle n'aura jamais de pardon. Pour Kemo, il voit sa famille mourir de faim et les villageois l'accuser d'avoir aggravé leur malheur en approchant Karaba. Kemo, bien que terrifié, se souvient de la fleur qu'il a trouvée dans le désert. Il la tient fermement et murmure. La peur ne peut gagner si nous avons foi en la lumière. Karaba, inspiré par le courage de Kemo, se tourne vers les ombres et déclare « Vous ne pouvez me briser. J'ai survécu à pire que vous. » Les ombres disparaissent, laissant place à un chemin dégagé. Troisième épreuve, le sommet de la montagne sacrée. Après des jours de marche, ils atteignent enfin la montagne sacrée. Le sommet est entouré de vents puissants, comme si la nature elle-même défendait l'accès au talisman. Les esprits apparaissent sous la forme de figures lumineuses et imposantes, flottant autour du sommet. Les esprits interrogent Karaba et Kemo. « Pourquoi venez-vous réclamer ce qui a été scellé? Êtes-vous prêts à affronter la vérité de ce talisman ?» Karaba hésite, mais Kemo s'avance. « Nous venons avec humilité. Elle a souffert de vos dons et de la peur des hommes, mais je crois que chacun mérite une seconde chance. » Les esprits imposent une dernière épreuve. Kemo doit tenir le talisman dans ses mains. Si son intention est pure, il pourra le ramener à Karaba. Si son cœur est rempli d'égoïsme, le talisman le consumera. Kemo accepte le défi. Au moment où il saisit le talisman, il est envahi par des visions de Karaba avant sa transformation. Une femme pleine de vie, trahie par son propre peuple. Il ressent sa douleur et sa colère, mais il choisit de voir au-delà, se concentrant sur l'amour et la lumière qu'il habitait autrefois. Les esprits, satisfaits, relâchent le talisman. Mais ils avertissent Karaba. Si tu récupères ce cœur, tu devras accepter la douleur qu'il contient et tout le poids de tes choix. Le retour du cœur. Karaba, tremblante, prend le talisman dans ses mains. À mesure qu'elle le tient, il s'illumine et se réintègre en elle dans une explosion de lumière. Karaba tombe à genoux, submergée par un flot d'émotions qu'elle avait oubliées. Elle pleure, mais pour la première fois en des années, ce ne sont pas des larmes de colère, mais de libération.
Je me souviens de qui j'étais et de ce que j'ai perdu. Merci Kemo. Acte 3. La réconciliation et la renaissance. Le retour de la lumière. Après avoir récupéré son cœur, Karaba est physiquement et spirituellement transformé. Son visage, autrefois empreint de froideur et de colère, rayonne d'une douceur et d'une sérénité retrouvée. Les vents autour de la montagne se calment et le silence sacré qui s'installe marque une transition, celle de la fin de la malédiction. Kemo observe Karaba avec admiration, mais aussi une certaine inquiétude. Karaba, et maintenant, que ferons-nous? Karaba, les larmes encore sur ses joues, répond. Maintenant, nous retournons à Ndaka. Je dois faire face à ceux qui m'ont rejeté. Je dois leur montrer que le pardon est plus puissant que la vengeance. Le voyage du retour. Sur le chemin du retour, Karaba et Kemo constatent les premiers signes du changement. La terre, autrefois sèche et stérile, commence à revivre. De petites fleurs émergent des fissures du sol et des ruisseaux timides commencent à couler dans les lits asséchés des rivières. Les oiseaux absents depuis des années réapparaissent, chantant dans les arbres. Kemo remarque ces transformations et se tourne vers Karaba. « Est-ce toi qui fais cela ?» Karaba, avec un sourire humble, répond « Ce n'est pas moi seul, c'est l'équilibre qui revient. Lorsque le cœur est en paix, la terre répond, l'accueil au village. » Lorsque Karaba et Kemo atteignent les portes de Ndaka, une tension palpable s'installe. Les villageois, en voyant Karaba approcher, se rassemblent avec prudence. Certains chuchotent, d'autres montrent ouvertement leur peur. Pourquoi est-elle revenue? Veut-elle se venger? Peut-être que le garçon l'a ramenée pour sauver notre village. Mwamba, le chef du conseil, s'avance. Son visage est grave, mais son regard trahit une certaine honte. « Karaba, nous t'avons banni. Pourquoi es-tu de retour ?» Karaba s'avance calmement, son regard posé mais ferme. « Je ne suis pas revenu pour me venger, Mwamba. Je suis revenu pour restaurer ce qui a été perdu. Vous m'avez rejeté par peur, mais aujourd'hui, je viens avec espoir. Ensemble, nous pouvons guérir cette terre, mais cela demandera que vous m'écoutiez. » Un silence sur les villageois. Puis, une femme s'avance, portant un enfant malade dans ses bras. Son regard est plein de supplications. « Si tu peux nous aider, Karaba, je t'en supplie, sauve mon enfant. » Le premier acte de guérison. Karaba prend l'enfant dans ses bras et se dirige vers le centre du village où pousse un jeune baobab, symbole sacré de Ndaka. Elle prépare une infusion avec un morceau de l'écorce sacrée qu'elle a ramené de la montagne. Elle murmure une prière en silence, puis donne le remède à l'enfant. Les villageois regardent avec une anxiété palpable. Après quelques instants, l'enfant, qui semblait à bout de force, reprend des couleurs et ouvre les yeux. Un murmure de soulagement parcourt la foule. Mwamba, témoin de ce miracle, se tourne vers Karaba et s'agenouille devant elle. « Karaba, nous t'avons accusé à tort. Nous avons laissé la peur nous aveugler. Aujourd'hui, nous voyons la lumière que tu portes. Accepte nos excuses et notre gratitude. » Une cérémonie de réconciliation. Karaba propose une cérémonie pour sceller leur réconciliation et rétablir l'équilibre entre le village et la nature. Sous le grand baobab, elle enseigne aux villageois les leçons qu'elle a apprises lors de sa quête. 1. Respecter les cycles de la vie. Elle leur montre comment observer les étoiles et les saisons pour travailler en harmonie avec la terre. 2. Exprimer la gratitude. Elle guide une prière collective où chacun remercie les esprits de la terre, de l'eau et du ciel. Pratiquer l'unité. Elle insiste sur l'importance de la solidarité. Ensemble, ils plantent de jeunes pousses de baobab autour du village, symbolisant un nouveau départ. Les villageois, d'abord timides, participent avec de plus en plus de ferveur. Les enfants chantent, les anciens racontent des histoires oubliées et l'énergie du village semble renaître. La pluie et la renaissance. Alors que la cérémonie touche à sa fin, le ciel, qui est encore chargé de nuages, commence à s'éclaircir. Un tonnerre lointain retentit, suivi par les premières gouttes de pluie. La pluie devient rapidement torrentielle, imbibant la terre desséchée et remplissant les rivières asséchées. Les villageois dansent sous la pluie, pleurant de joie. Karaba, debout sous le baobab, laisse les gouttes ruisseler sur son visage, levant les yeux vers le ciel. Une nouvelle mission pour Karaba. Après la pluie,
Mwamba s'adresse à Karaba devant tout le village. Tu as ramené la vie à Ndaka, mais plus encore, tu as guéri nos cœurs et nous as appris à ne plus avoir peur. Que veux-tu faire maintenant? Karaba, les mains posées sur le tronc du baobab, répond calmement. Je resterai, mais pas comme une figure d'autorité. Je suis ici pour enseigner, pour transmettre ce que j'ai appris. Mais c'est à vous, désormais, de préserver cet équilibre. Elle commence à former les jeunes du village, leur enseignant comment écouter la terre, comprendre ses besoins et vivre en harmonie avec elle. Elle leur raconte aussi son histoire, non pas pour qu'ils aient peur, mais pour qu'ils apprennent à ne pas juger ce qu'ils ne comprennent pas. Conclusion. Une légende pour les générations futures. Le village de Ndaka prospère à nouveau. Le baobab devient un symbole central, un lieu de prière, de rassemblement et d'apprentissage. Karaba est désormais perçue comme une gardienne, une guide spirituelle. Son histoire devient une légende transmise de génération en génération. Il y a eu une femme qui, bannie et blessée, a choisi de pardonner et de ramener la vie. Souvenez-vous, la peur détruit, mais l'amour et la réconciliation peuvent tout guérir.